concernant le rapport de l'Europe aux États-Unis, parce que c'est quand même bien ça le sujet principal de ce qui a été débattu à Munich, même si Ludmilla a eu raison de dire que le ton était beaucoup plus policé que l'année dernière quand J.D. Vance avait pétrifié toute la salle. Aujourd'hui, donc Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il est justement ni dans la veine de Friedrich Merz qui hier disait que Vance avait raison en parlant du fossé culturel entre les États-Unis et l'Europe, ni dans celle d'Emmanuel Macron qui hier également affirmait, lui, Emmanuel Macron, que l'Europe est un modèle. Voilà ce qu'a nuancé et la pierre qu'a apporté Keir Starmer aujourd'hui. À mon sens, l'Europe est un géant endormi. Nos économies dépassent celles de la Russie de plus de 10 fois. Nous disposons d'énormes capacités de défense. Plutôt que de prétendre que nous pouvons simplement remplacer toutes les capacités américaines, nous devrions nous concentrer sur la diversification et la réduction de certaines dépendances. Nous devrions réaliser des investissements générationnels qui nous font passer d'une surdépendance à une interdépendance. Bon, vous avez entendu la nuance extraordinaire. Général Richoux, passer d'une surdépendance, c'est-à-dire laisser ça derrière nous et aller vers une interdépendance. Oui. Ben là, vis-à-vis des Américains, bien sûr. Il est quand même un petit peu gêné parce qu'ils ont quand même commandé 114 F-35. Donc, vous voyez, en matière de... Donc, vous voulez dire qu'ils sont encore dans la superdépendance? Ils sont encore dans la superdépendance. Et d'ailleurs, ils sont même pas de l'autonomie complète en matière nucléaire, puisque les vecteurs, pas l'arme nucléaire, mais les vecteurs qu'ils lancent sont de fabrication américaine. Mais ils l'auront jamais. Et donc, ils n'auront pas Bon, donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, on ne sait pas trop, en fait, parce que il a raison sur le constat. J'aime bien vous faire des explications. Non, mais il a raison sur le constat, parce qu'il y a les 2/3 des armements européens qui sont fournis par les États-Unis. Donc, c'est beaucoup trop. Mais, en tout cas, moi, je vais vous dire que, en même temps, on ne prend pas le chemin de sortir de l'interdépendance. Et on voit bien même la querelle sur le SCAF, sur l'avion du futur. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est franco-allemand. C'est pas une autre chose. C'est le seul projet européen qui existe véritablement aujourd'hui, et il est au bord de l'échec. Enfin, un des seuls de cette taille-là, en tout cas. Mais Aurélien Duchesne, est-ce que justement Keir Starmer ne plaide pas plutôt tout simplement pour sa paroisse? C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait davantage d'industriels britanniques dans la coopération européenne en matière de défense, d'armement. Bien sûr, y compris dans des fonds européens pour lesquels la France s'oppose à ce que le Royaume-Uni y participe, dans l'idée que les Britanniques ne contribuent pas pour l'instant à ça et qu'on ne va pas acheter de l'armement britannique avec l'argent européen. Mais ça, s'agissant de l'interdépendance et du rôle de l'industrie britannique dans les coopérations avec les Américains. Eh bien, prenons un exemple qui a beaucoup fait parler en France, l'affaire AUKUS. Des sous-marins. Les Britanniques ont poussé les Australiens à nous poignarder dans le dos et à rejoindre ce pacte tripartite avec les Américains. Mais les Britanniques se sont fait rouler dans la farine par les Américains qui ont promis quoi aux Britanniques? Eh bien, le mot que vous avez cité, interdépendance. Les Américains ont promis aux Britanniques un partage des tâches. 2 ans plus tard, Boris Johnson est obligé d'avouer devant la Chambre des communes que les Américains vont récupérer l'essentiel du boulot et que les Britanniques, en réalité, perdent à peu près tout dans le programme AUKUS. Et que les Australiens n'auront jamais... Ah oui, Les grands perdants sont les Australiens, finalement. Et bim pour la perfide Albion. Non, mais je pense que le terme qui a été employé par le président français également et qui est très allant en ce moment, c'est cette idée de dérisquer, pour éviter de dire découpler qui fâche. Donc ça veut dire bravo pour l'analyse de texte. On ne rompt pas, donc on assume une connexion qui perdure, mais on va en diminuer l'épaisseur et l'intensité. Oui, c'est un terme, c'est une manière de jargonner qu'on utilise un peu en finance, mais c'est ça, c'est cette idée de dire, écoutez, on ne peut pas rompre complètement, en revanche, il faut diminuer la quantité de dépendance. Mais effectivement, pour Keir Starmer, c'est quand même un discours très difficile à tenir, vu la nature de ce qu'il y a dans son carnet de commandes militaire actuel. Alors il y a aussi l'épineuse question du nucléaire. Et oui, on est obligé, dans cette émission de toucher les sujets qui font mal. Si hier, à Munich, puisque tout se passe à Munich depuis 48 heures, le chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué la possibilité d'un parapluie nucléaire français élargi en Europe, c'est une suggestion que le président Emmanuel Macron a confirmée, mais il manquait justement
la position de l'autre puissance nucléaire européenne, c'est-à-dire les Britanniques. Et là, c'est encore Keir Starmer qui a parlé. C'est aussi pourquoi nous améliorons notre collaboration nucléaire avec la France. Pendant des dizaines d'années, le Royaume-Uni fut la seule force nucléaire en Europe à mettre à disposition ses armes afin de défendre ses alliés de l'OTAN. Mais maintenant, chaque adversaire doit savoir qu'en cas de crise, il ferait face à nos forces combinées. Alors, pardonnez-moi, mais j'étais en train de me dire que, évidemment, nous partagions ce soir beaucoup de sons, donc de paroles émises par le Premier ministre britannique. Mais n'est-il pas un petit peu dans une situation problématique par rapport au dossier Epstein, le Premier ministre britannique ? On a l'impression que son chef de cabinet a démissionné, Gallagher Fenwick. Peut-être qu'il est plutôt bien content, tout d'un coup, d'avoir tous ces sujets, et pas des moindres, parce qu'il faut qu'on commente ce qu'il a dit sur le nucléaire à traiter. Bien sûr. Après, il faut savoir qu'il a dit tout récemment que voilà, il avait un mandat, qu'il allait aller au bout et que les Britanniques lui ont donné une mission. Il représente quand même une rupture assez importante avec 15 années successives de conservatisme, et ça a été une manière pour le peuple britannique de tourner véritablement la page du Brexit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Keir Starmer, quand il s'exprime en européen. C'est ça qui est absolument fascinant. Et quand il se fait prendre en photo aujourd'hui à côté du chancelier Merz et du président français, il y a le drapeau européen. Oui, alors qu'on oublie pratiquement le Brexit. Mais par contre, juste très rapidement, pour il veut nous faire oublier Epstein, c'est que effectivement, si Keir Starmer se sent obligé de prononcer ses paroles sur ce mandat, son désir de continuer sur ce chemin, etc., c'est parce qu'il sait qu'il est extrêmement fragilisé, il est très impopulaire actuellement, donc il est possible qu'effectivement il finisse par chuter. Bon, Nicolas Richoux, en tout cas, mais aidez-nous à comprendre quand même ce qu'il a dit. Il dit que la puissance britannique est la seule puissance à avoir engagé sa force de dissuasion pour protéger les membres de l'OTAN. Européenne, parce qu'il y avait déjà les Américains. Mais alors, oui, c'est assez vrai, parce que nous... c'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai, puisque la France avait sa propre force de dissuasion qu'elle n'a jamais mis... donc en gros, c'est quand même un petit coup à la France là qui nous met en disant ça. Oui et non. Non, c'est parce que nous, notre doctrine, elle était claire. On l'a parfaitement assumée. On n'a pas joué l'ambiguïté là-dessus. Le général de Gaulle est sorti de la structure intégrée en 66. Il en est sorti, mais on n'est pas sorti de l'OTAN. Et il a toujours été dit que le nucléaire nous appartenait, et il est à nous, et on l'utilise quand on veut, contre qui on veut, et voilà, etc. Donc je crois que c'est assez clair. Là, ce qui est intéressant, c'est que il couple les deux puissances nucléaires européennes qui, en quelque sorte, dans ce que je comprends, dans ce qu'il dit, feraient un parapluie européen qui protégerait effectivement, en cas de faillite américaine, qui protégerait effectivement l'Europe complète, et y compris l'Union européenne. D'aucuns en doutent complètement, et parmi ces personnes, vous ne serez pas étonné d'entendre le nom de Mark Rutte, bien sûr, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui dit ceci: je pense que toutes les discussions en Europe visant à renforcer collectivement la dissuasion nucléaire sont louables, donc là il est poli, mais personne en Europe ne cherche à remplacer le parapluie nucléaire des États-Unis, Aurélien Duchesne. Donc il est en gros en train de dire que ça n'est pas possible, que ce parapluie nucléaire américain est irremplaçable. Oui, mais ça tombe bien, ce n'est pas le but, même pas celui des Français pour une fois. C'est-à-dire que nous, la proposition française, c'est au fond ce qu'a voté déjà De Gaulle, l'idée qu'on n'est pas sûr que les Américains vont rester Washington à l'époque pour Bruxelles ou Amsterdam, ou demain pour Varsovie ou Prague, et que nous, on sera un peu une réassurance. Les Britanniques disent d'un côté que, à la différence des Français, ils sont dans les programmes nucléaires de l'OTAN, les Français n'y sont pas, et qu'ils sont la deuxième force au sein de l'OTAN, en plus des Américains. Et la force des Français, c'est de dire, nous, on est carrément extérieur à l'OTAN sur ça, on est totalement souverain, on est une assurance complémentaire aux Américains, mais évidemment que les Français ne seront jamais audibles si on dit on va remplacer les Américains. La preuve, si à tout hasard, dans un an, il y a une alternance présidentielle et qu'on a un nouveau président qui dit la dissuasion nucléaire européenne, je reviens totalement en arrière, personne ne croit à la France. Donc on ne veut pas remplacer les Américains, mais être complémentaire et une réassurance.
Non, mais en fait, Mark Rutte a déjà dit il y a quelques jours, si vous pensez que les Européens peuvent remplacer les Américains de manière générale, vous rêvez, ce n'est pas possible. Et lui, c'est aussi sa raison d'être. Hein. Il risque de perdre son job si, effectivement, l'OTAN perd son rôle. Oui, mais en même temps, on dit aussi, et c'est un peu la réalité des choses, c'est que le mécanisme Pearl qui permet aujourd'hui d'avoir des armements qui servent à l'Ukraine pour se protéger, pour déjà protéger ce front européen qu'elle tient, c'est le mécanisme qui permet d'acheter le matériel américain avec de l'argent européen. C'est-à-dire qu'il y a là la dépendance. Déjà, il ne faut pas aller chercher très loin, mais aujourd'hui, on a une guerre conventionnelle sur le sol européen. L'Ukraine, elle fait tout ce qu'elle peut, mais c'est vrai que la question de la rapidité du temps, elle est primordiale, et c'est ce que le président Zelensky il a souligné lors de ses propos à la conférence de Munich, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui est en fait. Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on a déjà fait de ça pendant 4 ans? Il y a des choses qui commencent à... Voilà, des coproductions de drones, des productions, des armements qui sont beaucoup plus adaptés à la guerre d'aujourd'hui, parce qu'il y a le retour d'expérience ukrainien avec des Européens. Oui. Et d'ailleurs, c'est important, je trouve que là, il faudra commencer potentiellement à parler, et c'est vers quoi nous amène le président Zelensky, c'est que l'Ukraine devrait faire une partie intégrante de la sécurité européenne, de cette architecture nouvelle. Et c'est-à-dire que nous, notre expérience, ce qu'on a, on peut apporter, et ça peut renforcer l'Europe beaucoup plus, des fois, que ce qu'on pourrait imaginer. Certes, le nucléaire, il a sa place, mais je veux dire qu'il y a une guerre conventionnelle, il faut savoir faire face à ces menaces.